Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil et comme vous l'avez vu dans la description, on va parler du Nikon ZFC qui est ici. Donc si vous voulez savoir sur mon setup, pour juste un peu comprendre comment je fais la vidéo, je suis avec le Sony A7S III, je me suis mis en cinétone parce que j'ai l'ATEM Mini qui me permet de switcher de mon ordinateur à la A7S III, donc c'est pour ça que j'ai pas mis le S-Log 3, je trouve ça plus intéressant en général de mettre le S-Log 3, sauf que il aurait fallu que je découpe ma vidéo pour pouvoir à chaque fois, dans les classes, ça m'évitera de faire beaucoup de montage. Donc je suis avec le XLR 4M ici, et donc on va parler du ZFC. Donc on le voit ici, il est tout mignon, et il ressemble beaucoup à un FE, ou un FM, ou un FM2, ou un FM3. Et donc voilà, on est clairement sur une inspiration de des choses comme chez Fujifilm. Alors vous allez dire, oui, mais ils ont fait des appareils photo avant. Fujifilm faisait aussi des appareils photo réflexes de ce genre-là il y a très longtemps, comme les Fujica, qui ressemblent d'ailleurs un peu à un XT4, c'est ça qui est assez marrant aussi. Et donc on a à peu près le même fonctionnement que ce qu'on aurait sur un Fujifilm, avec des petits problèmes d'ergonomie, on verra ça juste après. Donc voilà, il est plutôt pas mal. Et donc ce qu'il va y avoir d'intéressant avec ça, hop, donc on a c'est une version chrome bien évidemment, il y aura plusieurs couleurs, c'est ça qui est intéressant, donc la couleur du cuir va changer, donc ça donne un aspect un petit peu intéressant si vous voulez avoir votre appareil photo à vous. On a aussi les optiques qui vont être adaptées dans le sens où elles auront une esthétique différente, enfin certaines auront une esthétique différente pour directement coller aux ZFC. Par exemple, on voit ici que le 1650 a un aspect un peu, il est argenté pour coller un peu plus à l'appareil photo, et le 28, on le voit pas trop ici, voilà, on le voit ici, voilà, le 28 mm a ce qu'on pourrait appeler un look qui ressemble beaucoup plus à une optique AIS, donc d'époque, avec les petits crantages qui servent à rien ici, mais c'était pour changer l'ouverture. Ça aurait été bien qu'ils fassent une optique avec une ouverture manuelle, puisque ça aurait accompagné le style un peu de manière assez intéressante sur l'appareil photo. Et donc voilà, on a quelque chose d'intéressant, à savoir qu'on va pouvoir tout changer en manuel, avec par exemple ici les ISO, ici la vitesse, donc avec la pose B, T, X, donc time value, donc vous pourrez aller beaucoup plus loin en utilisant les molettes que juste avoir, c'est jusqu'à 30 secondes en théorie, à moins que ça aille que jusqu'à 30 secondes. Voilà, donc on a les trucs pour le flash et la pose B, donc ce sera illimité en fonction de si vous laissez le déclencheur ou vous utilisez un dispositif externe, une télécommande, tout ça. On aura le bouton d'enregistrement ici, la compensation d'exposition, et la seule chose qui sera obligatoirement sur une molette, c'est l'ouverture, et l'ouverture sera indiquée ici. Ce qui est dommage, c'est qu'elle ne reste pas lorsque c'est éteint, donc vous ne pouvez pas savoir votre ouverture directement, donc on le voit ici, voilà, l'ouverture. On a ici un switch photo vidéo, donc vous voyez là, sur photo, là il peut passer sur vidéo. On a un AEL AFL lock, donc c'est ce qui sert à faire soit la conservation de l'exposition, donc le blocage, soit à faire le blocage de la mise au point, donc en utilisant par exemple l'AFC sur le déclencheur, ce que je fais jamais. Et du coup ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre aussi l'iPhone à la place de l'AF-Lock, ce que je ferais typiquement, ce que j'avais fait sur mon D750. On a une molette arrière si on veut contrôler des choses, pas sur les molettes, voilà, comme je sais pas quoi, comme la compensation d'exposition, notamment, puisqu'on a un C ici, voilà, ça doit être la seule chose qu'on peut contrôler sans les paramètres PSAM. Et donc ce qui va être dommage du coup avec le mode PSAM qui est dessus, qui est ici, c'est que ça rend moins organique la façon d'utiliser les molettes, dans le sens où si on a un mode automatique directement sur la molette, on a juste à changer la position de la molette pour revenir en manuel, tandis que là, vous allez vous retrouver typiquement dans la situation où, dès que vous voulez, par exemple, vous êtes en mode A, et vous voulez changer la vitesse, ouais c'est ça,
Bah non, je peux pas changer la vitesse. Pourquoi je peux pas changer la vitesse? Et faudra vous dire, ah oui, en fait, c'est parce que je suis en mode A, alors que chez QJ, comme il y a un petit A directement, vous savez que vous vous êtes mis en automatique. Et d'ailleurs, c'était comme ça que fonctionnait, c'est ça qui est marrant, c'était comme ça, puisque Fujifilm a piqué l'idée à Nikon au final, c'était comme ça qu'étaient faits les modes automatiques. On avait le mode auto sur, comment dire ça, par exemple sur le FE ou sur le FM, on avait la molette de vitesse qui avait dessus un automatique, comme sur le F3 aussi, un mode automatique, et du coup, ça passait à juste vous qui contrôliez l'ouverture pour faire le mode priorité ouverture, donc c'est un peu dommage que ça là, ça rend le truc un peu étrange, parce que on peut mettre en auto ça et le contrôler via la molette, mais il faut aller ici pour faire le reste, donc c'est assez étrange, voilà, tout simplement. Et donc voilà à peu près sur l'ergonomie, on aura des boutons habituels qui ressemblent beaucoup à ce qu'on aurait sur le Z6 ou le Z50, et d'ailleurs l'appareil photo est au final pratiquement un Z50, à part avec un écran orientable qui sera assez intéressant pour faire de la vidéo, donc c'est pas juste un truc rétro intéressant ou pas pour ça. C'est quelque chose qui peut être bien pour faire de la vidéo, puisque vous pouvez vous voir tout simplement. Et là par contre, le mode PSAM peut être quelque chose d'intéressant, puisque vous ne serez pas là tout le temps sur vos molettes, mais Fuji avait, comment dire ça, une parade avec ça. Vous aviez un mode qui se met sur les molettes lorsque vous êtes en vidéo, contrairement à la photo, donc vous pouvez rester bloqué avec vos molettes en vidéo, et après revenir en photo, et voilà, rien n'avait changé puisque tout était réglable sur les molettes en vidéo. Donc voilà, il parle de l'écran supérieur, voilà. Vision électronique rond. Alors ça, c'est un peu un gimmick, pardon. C'est un peu un gimmick ça, parce que voilà, c'est le truc basique de Nikon, hein. C'est le viseur Nikon, ça, hein, même si Panasonic a repris ça après. Le viseur rond, ça a toujours été Nikon. C'est quelque chose d'assez classe, mais bon, c'est rond, mais derrière il y a un carré, puis voilà. Alors, du coup, la petite sangle en cuir là, si vous précommandez l'appareil photo, hein, je fais pas de pub, c'est juste parce que en allant dessus, on peut le voir au-dessus ici, là. Voilà, on peut le précommander. Et lorsqu'on le précommande, on a une promotion de 100 € et voilà, le produit, voilà, je sais plus où c'est marqué, voilà. Courroie en cuir incluse dans les précommandes. Voilà, donc vous avez la petite courroie en cuir de hipster. Je dis pas ça je dis pas ça comme insulte, hein, puisque moi j'adore ces trucs-là. Je regarde ça. J'essaye de me maintenir le plus loin possible des caractéristiques techniques, puisque j'en ai fait déjà une version tout à l'heure où j'ai tout expliqué, et je me suis dit que c'était pas vraiment intéressant de faire ça aujourd'hui. Donc voilà, on va essayer de rester le plus simple possible. Donc voilà, on a les kits avec les nouveaux 28 mm SE, le 1650 édition argent, donc spécifique. Et donc ce qui est dommage, ce qui est marrant, c'est que du coup, lorsqu'on regarde ça, ils n'ont pas voulu faire la même chose avec le 50-250. Donc c'est un peu dommage. Ah, on a alors, un petit truc intéressant chez Nikon dont les autres fabricants pourraient s'inspirer, c'est qu'on a un petit vlogger kit. Donc on a une télécommande apparemment. Voilà, ML17, et on a un microphone Sennheiser. Ouais, c'est intéressant, on a un Sennheiser avec. Donc voilà. Donc on a les accessoires qui sont fournis avec. Ah, c'est un oculaire entier, donc la possibilité à mon avis de changer ça pour quelque chose de plus couvrant, donc ça peut être intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le chargeur d'accumulateur, hein, ce qu'on n'a pas chez Sony par exemple, des fois. Hop, la courroie qui va servir à personne en général, parce que les gens préfèrent mieux mettre leur truc. Moi je préfère les choses de chez Peak Design, et on a un câble. Donc voilà. Alors, pourquoi aujourd'hui les taux de transfert sont beaucoup mieux en USB-C, USB-C? Pourquoi pas mettre un câble? C'est l'alimentation fantôme qui fout les châtaignes. Pourquoi pas mettre, je vais revenir dessus, un câble USB-C, USB-C avec
un petit adaptateur. Je sais, ça coûte moins cher, mais comme ça on pourrait, voilà, si on a un ordi, parce que j'ai mon ordi là, bah, vous le voyez du coup, un ordi qui marche en USB-C, vous pouvez avoir des taux de transfert bien meilleurs et pas besoin d'avoir un lecteur de carte pour transférer vos vidéos. Vos photos, pardon. Pourquoi ça me fait ça? Ça me fait jamais ça d'habitude. Et donc on a les caractéristiques techniques, je pourrais passer assez vite là-dessus, donc voilà, on a le même capteur que sur le Z50, voilà, donc de 20,9 millions de pixels. Donc si vous voulez savoir juste comme ça, pardon, hop, si vous voulez savoir juste comme ça, pourquoi on a ça et ça, donc il y a une partie qui est prise notamment par les collimateurs autofocus, mais il y a aussi la chose suivante, c'est que, c'est des photosites à la base. Et pour faire un pixel, il faut 4 photosites, donc en périphérie, et même si les uns se mélangent aux autres. Donc par exemple, on peut prendre 4 photosites, mais ils serviront genre plein de fois pour plein d'autres, pour faire plein de pixels. Mais le problème, c'est que comme il en faut 4, lorsque vous êtes sur un bord, vous en avez que 2. Donc vous perdez forcément de la capacité, mais c'est souvent plus relié au fait d'avoir des collimateurs autofocus, puisque si on regarde, on peut au final faire plus de pixels que... enfin bref. Voilà. Je m'embrouille là-dedans, donc on a plein de choses, notamment on a un petit problème là, voilà, je voulais revenir là-dessus. On a une UHS 1 dessus, donc ça dit tout de suite que c'est un Z50, mais surtout que on n'aura pas des débits fous en vidéo. On peut faire du MOV et du MP4 dessus, mais on n'aura pas des des débits de malade. On n'a pas de N-Log dessus, encore une fois quelque chose de dommage. Donc le viseur il est à 100% à 1,2, donc c'est plutôt pas mal, même si c'est pas aussi gros que ce qu'on pourrait avoir, par exemple 1,02 c'est toujours plus petit que par exemple 0,68 chez Canon. Voilà, ça c'est en plein format, donc c'est intéressant parce que ce que vous allez avoir en fait dans votre viseur, c'est si vous mettez un 50 mm, donc ce qui fera 75, et ben vous verrez vraiment à travers comme ce que vous voyez en fait, en gros. C'est que ça veut dire. Un 50 mm, si on dit, si vous faites une photo à 50 mm, puisque c'est une optique en particulier, ça veut dire que lorsque vous regardez dedans, là ce sera un petit peu plus gros, lorsque vous regardez dedans, vous avez l'impression de voir la même chose que lorsque vous regardez vous-même. Regardez vous-même, c'est un peu bizarre. Donc on a un détecteur oculaire, un détecteur de proximité pour pouvoir passer de l'écran arrière au viseur. Je vais un peu passer vite, donc on a tout ça, on a 11 images par seconde. Alors c'est toujours marrant chez Nikon, il faut toujours pas compter là-dessus parce que c'est ce qu'on appelle étendu, donc H+, et l'étendue chez Nikon, souvent chez les autres ça veut dire perte du visuel en gros, puisque le viseur n'ira pas assez vite pour ça. Sauf que là, ça veut dire, autofocus qui marche que au début de la rafale et avec un seul collimateur. Donc c'est un peu compliqué, et donc ça descendra beaucoup plus, il me semble, genre 7 ou 8 images par seconde. Donc voilà, donc on a toutes les mesures, plage de mesure -4 à 17, donc ce qui est totalement standard. C'est assez marrant puisque par exemple un A7S3 peut faire la mise au point à EV-7, 6. Enfin EV-7 si vous êtes un A2, sauf qu'il ne peut pas mesurer jusqu'à -7, donc c'est assez intéressant. Rigolo, on va dire ça. Et donc voilà, on va plutôt aller jusqu'à la vidéo. Donc la vidéo, on a de l'UHD, sauf qu'on est qu'à 30 images par seconde, donc encore une fois dans le même domaine que ce que faisait le Z50 avant lui. MOV, MP4, on est en H264, donc pas d'H265, donc voilà, c'est pour ça qu'on est toujours en UHS1, je le rappelle, on est maximum dans les V30, donc maximum avec des cartes qui pour la vidéo soutiendront 30 mégabits, enfin mégaoctets par seconde, donc mégabytes par seconde, donc c'est pas vraiment très très rapide pour faire de la vidéo de qualité, donc on est forcément limité dans les codecs, et donc c'est un peu dommage. Donc là on est sur du AAC habituel, donc ça permettra au fichier d'être facilement lu par la plupart des logiciels, hein. Il y a des petits problèmes par exemple avec le XLR K3M
puisqu'on est en MP4, et tous les logiciels n'ont pas encore de compatibilité avec du 24 bits, je ne sais plus combien de kilohertz en MP4, donc ce sera beaucoup plus simple avec ça. Hop. Et donc c'est à peu près tout, voilà, sur la vidéo. Si on va avoir 120 images par seconde, c'est que je retrouve ça, on va voir. 120 images par seconde en 1080p, voilà. Et donc on a ralenti, on va avoir x4. Donc ce qui est bien chez Nikon, c'est qu'ils expliquent un peu tout. On a aussi quelque chose d'intéressant chez Nikon qu'on n'a pas chez Sony, enfin pas chez Sony de manière réglable, de manière simple. C'est qu'on va avoir de la vidéo time-lapse. Donc Sony a le SNQ, je suis d'accord. Mais ce qui va être intéressant avec Nikon, et c'est avec Canon maintenant qu'ils les ont rejoints les seuls à faire ça, peut-être Panasonic, c'est que vous pouvez faire votre time-lapse, donc régler basiquement en plus l'écart entre chaque photo. Donc vous pouvez faire une vidéo de quelques secondes, mais étalée sur, on va pas exagérer, une journée entière, voilà, par exemple. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Et vous n'aurez pas besoin de retoucher vos photos, de les retailler et de les mettre dans votre logiciel de montage pour éviter qu'il pète un câble votre ordi. Donc on a un HDMI de type D, donc c'est le plus petit HDMI micro. Là ils n'ont pas fait l'erreur de mettre le HDMI mini, donc le type B me semble-t-il. Donc j'ai jamais compris la différence entre le C et le D. Je crois que le D est encore plus petit ou c'est une nouvelle variante du C. Mais au moins ce sera beaucoup plus régulier avec tout ce qui se fait d'autre. Et peut-être que le Z50 c'était déjà comme ça, mais souvent les gens pestent lorsqu'ils passent d'un Sony, d'un Canon vers un Z6 parce que, ou un Z7 parce que c'est du HDMI mini et pas micro. Donc 3.5 de standard. Et donc on va avoir voilà, tout ça. Et donc voilà, je suis pas sûr d'avoir grand chose à dire d'autre. On a quand même de l'USB-C, c'est quand même déjà pas mal. Et voilà à peu près. Donc que dire de plus? Donc au final, voilà, on s'aperçoit que ça reste quand même un Z50, mais ça peut être quelque chose d'intéressant pour les gens qui aiment Nikon et qui aimaient Fuji. Je sais pas si ça va se vendre beaucoup, j'essaye de pas me faire électrocuter par mon micro, je sais pas pourquoi il fait ça aujourd'hui. Ah non, c'est parce que je pense que je suis connecté au... Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui fait masse entre les deux. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas ça. Là c'est mieux. Non, c'est pas mieux. C'est un peu bizarre. Enfin bref. Donc voilà, ça reste quand même un appareil photo intéressant puisqu'il coûte pas beaucoup plus cher que le Z50. Ça reste quand même un peu gimmick. Hein, et c'est pas complètement non plus une approche organique de l'appareil photo. Mais il a l'air quand même assez intéressant. Alors comme vous avez pu le voir, je vais essayer de retourner un peu au-dessus. Il n'y a pas de grip là. Ce qui est assez marrant, c'est qu'au final, il y aura un grip pour l'Europe, non, pour tout le monde sauf les États-Unis, je ne sais pas pourquoi, et ils ne veulent pas le vendre aux États-Unis. Mais on aura un grip optionnel, donc pas forcément un battery grip, mais quelque chose qui s'accroche en dessous et qui développe un peu la poignée pour que ce soit un peu plus pratique. De mon expérience, c'est quand même pas... bon, c'est bien si vous aimez prendre des photos avec un argentique, mais avoir la poignée un peu plus grosse, plus le déclencheur ici, c'est pas forcément la chose la plus simple, hein, sachant que par exemple lorsque Nikon avait fait son battery grip pour le... Ah, mais c'est peut-être... Je sais pas. Pourquoi ça me crame comme ça? Quelque chose qui va pas, là. Donc, je vais enlever ça. Je vais parler de loin. Hop. Donc, du coup... d'expérience avec le X-T4, c'est pas forcément la position la plus pratique pour faire des photos. Après, vous s'y habituerez, je pense, si vous êtes intéressé par l'appareil photo. Mais c'était quand même plus intéressant. Alors, je sais pas s'il y aura de batterie grip, hein, pour l'instant, je peux pas me prononcer, mais celui qui avait, avec le FE à l'époque, avait vraiment un déclencheur vraiment devant, comme on aurait aujourd'hui. Donc, c'était pas vraiment l'ergonomie qu'on a aujourd'hui, mais c'était quelque chose quand même d'assez intéressant. Moi, ce que je trouve vraiment à cet appareil photo, c'est qu'il
il est quand même, je dois l'admettre, hein, vraiment très beau. Il ressemble trait pour trait à ce que pourrait être un FE. C'est dommage, j'avais pas mon FE ici. Mais il y a des comparaisons qui ont été faites et c'est vraiment très vraisemblable, contrairement à l'autre appareil photo qu'ils avaient fait avant, qui était complètement rapide, qui avait le capteur du D4. Et là, la chose intéressante qu'ils ont fait, qu'ils n'avaient pas fait avec l'appareil photo de l'époque, c'est qu'ils l'ont quand même donné la vidéo, donc ils le rendent quand même pratique, en plus d'être un petit peu sexy rétro. Voilà. Si vous êtes intéressé par ça, ça restera quand même un bon appareil photo. Parce que c'est un très bon APS-C quand même, le Z50, et qui coûte pas très cher, hein, c'est le même prix qu'un XS10. Donc voilà, et c'est plus beau pour moi qu'un XT30, et l'user est mieux aussi, me semble-t-il. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. C'était ma vidéo sur le ZFC. Donc voilà, un appareil photo intéressant, mais qui ne révolutionne rien chez Nikon, à part avoir un très beau visuel, et le premier appareil photo, il faut le dire aussi, avoir l'écran orientable chez Nikon. Donc je vais vous laisser là-dessus. Si vous êtes resté jusque-là, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo qui sera sûrement sur ce petit truc-là, qui est mon enregistreur externe. Et qui est assez marrant, hein, parce que voilà, je le vois là, parce que je le vois ici. C'est que on a une lampe télé là, sauf que lorsque vous êtes devant, vous pouvez pas la voir. Donc salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.